Ce premier MOOC est consacré à la notion de compétences psychosociales. Précisons d'entrée de jeu que les compétences psychosociales sont d'abord et avant tout les outils d'une praxis, d'une pratique de la prévention, plutôt que des outils d'analyse théorique, sociologique ou clinique des comportements humains. La notion de compétence psychosociale est essentiellement une boussole pour agir en prévention. La notion de compétence psychosociale ne peut être dissociée de celle de santé mentale. Le psychiatre Jean Furtos, en paraphrasant Winnicott, définit les conditions d'accès à une santé mentale suffisamment bonne comme la capacité de vivre avec soi-même et avec autrui, dans la recherche du plaisir, du bonheur et du sens de la vie. La notion de santé mentale est clairement psychosociale. Elle renvoie autant au fait d'avoir un amour de soi suffisant, qui permet de vivre avec soi-même, qu'à une aptitude à participer à un collectif qui assure un bien-être. Il ajoute, dans un environnement donné, mais non immuable, transformable par l'activité des hommes et des groupes humains. Cette deuxième partie de la définition est du même registre psychosocial. Elle renvoie au sentiment de se sentir capable d'agir sur son environnement par l'action collective, ce qui suppose un espace social non excluant et même coopératif. Il précise que cette action sur l'environnement doit s'opérer sans destructivité, mais non sans révolte, car la capacité de dire non à ce qui s'oppose aux besoins et au respect de la vie individuelle et collective, ce qui permet le oui. Là encore, la santé mentale est référée au psychosocial. Elle renvoie au sentiment de se sentir légitime pour s'affirmer au sein du groupe et à la capacité à identifier ses propres désirs pour être capable de s'opposer aux menées abusives. On pourrait ajouter que pour réellement consentir et dire oui, il faut être capable d'évaluer que l'on a bien la possibilité de dire non. Jean Furtos ajoute ce qui implique la capacité de souffrir en restant vivant, connecté avec soi-même et avec autrui. Ici aussi, la santé mentale est référée au psychosocial, car il s'agit à la fois de la capacité de l'individu à surmonter les épreuves de la vie, sans se laisser anéantir, par exemple sous le coup du fatalisme ou de la culpabilisation, mais aussi sans briser les liens de sociabilité, en adoptant par exemple des comportements destructifs ou d'auto-exclusion. Les notions de compétences psychosociales ont été proposées par l'Organisation mondiale de la santé en 1993. Je vous en lis la définition. Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Cette définition est congruente avec celle de santé mentale. J'attire votre attention sur le fait que cette définition peut heurter des conceptions libérales et individualistes qui promeuvent l'idée d'un droit de l'individu à ne pas être exposé à la souffrance. Ce droit bénéficie d'une sorte d'assurance contre la souffrance est une pure abstraction. Tout simplement parce que la souffrance fait partie de la vie. Chacun de nous sera inévitablement exposé à des événements adverses qui nous affecteront, comme la perte d'êtres aimés, des échecs, des accidents, des maladies, des mauvaises rencontres ou des ruptures indésirables dans notre parcours de vie. La question n'est pas de savoir comment s'assurer contre la souffrance, mais de renforcer la capacité des individus à y réagir de manière non destructive pour eux-mêmes et pour leur environnement, afin de faciliter un retour à un équilibre satisfaisant. L'OMS définit 10 compétences psychosociales qu'elle a présentées par couple. Je vous en donne la lecture. Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre les décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Cette liste de compétences permet d'appréhender la notion de prévention globale, car toutes ces capacités sont en fait complémentaires. Illustrons cela. La compétence primordiale en termes de compétences psychosociales, c'est certainement l'aptitude à résoudre les problèmes, c'est-à-dire savoir prendre du recul sur une situation pour rechercher des réponses adaptées et ensuite prendre des décisions. La vie serait facile si tout marchait selon l'adage si on veut, on peut. En réalité, prendre la décision de remédier à un problème n'offre aucune satisfaction immédiate. Au contraire, cette décision nous engage sur la voie d'une expérimentation. Elle va nous obliger à faire des essais, des tentatives qui seront tantôt couronnées de succès, tantôt décevantes. Prendre une décision est finalement une source de difficulté qui peut nous conduire au découragement et à des déceptions.
Illustrons cela en prenant l'exemple d'un jeune en difficulté scolaire. Nous l'appellerons Donald. Précisons que nous ignorons tout de Donald, que nous ne savons rien de ses éventuelles vulnérabilités psychosociales et que nous ignorons tout ce que son établissement scolaire aurait mis en place ou pas pour le soutenir, car ces éléments contextuels ne sont pas nécessaires à la compréhension de la question que nous traitons. Nous aborderons les effets contextuels dans d'autres MOOC. Il y a un lien étroit entre les capacités à résoudre des difficultés et à prendre des décisions et la conscience de soi. On accepte de voir un problème et à en envisager la résolution à la condition de percevoir que l'on dispose des ressources internes pour résoudre ce problème. À quoi bon en effet constater un problème si c'est pour rester sur un sentiment désagréable d'impuissance? Pour que Donald envisage réellement de remédier à ses difficultés scolaires, il faudrait tout d'abord qu'il prenne conscience de ses compétences et qu'il les évalue, qu'il mesure ses atouts et ses faiblesses. C'est à ces conditions qu'il peut mesurer et envisager de mobiliser ses compétences pour combler ses lacunes. Comme nous l'avons affirmé plus avant, prendre une décision, en l'occurrence celle de remédier à des difficultés scolaires, engage sur une voie d'expérimentation sans garantie de succès ou de satisfaction. Pire, le processus de changement induit nécessairement des désagréments. Par exemple, celui qui abandonne une consommation de substances psychoactives pour rompre avec une dépendance commence par rencontrer des effets de manque, tandis que les bénéfices qu'il retirait de sa consommation, par exemple des effets stimulants ou d'apaisement, disparaissent. De même, Donald ne peut espérer recueillir immédiatement les bénéfices d'une décision, aussi louable soit-elle. Il y a un lien étroit entre prise de décision et esprit critique. Face aux difficultés, renoncer est un moyen tentant de s'épargner des souffrances. Donald pourra se dire qu'au fond, il n'est pas fait pour les études et que ses échecs sont inévitables. Se disant cela, il atténuera ses souffrances en renonçant à s'exposer aux déceptions auxquelles l'expose sa décision de remédier à ses difficultés scolaires. Une autre défense psychique serait non pas de se déprécier soi-même, mais de déprécier l'école en affirmant qu'elle ne sert à rien. Une autre défense psychique consistera à projeter ses émotions sur les autres. Donald pourra se dire qu'il n'est pas hostile à l'école, mais que c'est ses profs qui lui sont hostiles. Les pensées plus ou moins bien argumentées peuvent servir le dessein du renoncement, et il faudra donc développer chez Donald une pensée critique, une capacité à analyser des intentions conscientes et inconscientes qui sous-tendent ses discours. Ses propres discours donc, mais aussi ceux des autres. Ces difficultés scolaires ont pu induire chez les enseignants des effets de catégorisation, voire des effets de stigmatisation, auxquels il faudra apporter des démentis. Une chose est d'avoir conscience de ses compétences. Une autre est de savoir comment les employer. Nombre de compétences dites scolaires peuvent être réinvesties dans des activités créatives et ludiques dans un contexte associé donc à du plaisir et à du désir. Dans un atelier d'écriture, théâtral ou informatique, des savoir-faire dits scolaires peuvent s'exercer et se développer. Là, Donald pourra faire, non sans satisfaction, l'expérience que l'on apprend par un jeu d'essais, d'erreurs et de réajustements créatifs. Aussi, aider Donald, c'est peut-être aussi le décentrer d'une scolarité qu'il associe à l'échec. Imaginons que Donald a compris qu'étudier peut être source de plaisir. Il a travaillé durement et il a rédigé un devoir qui doit épater son professeur principal. Mais voilà, il se présente avec 5 minutes de retard en cours et le professeur le renvoie en permanence et le devoir ne sera donc pas remis. On voit ici que l'effort de résolution d'un problème peut être anéanti faute d'avoir considéré que le métier d'élève implique non seulement l'acquisition de compétences cognitives, mais aussi l'intériorisation de codes relationnels et langagiers. On peut comprendre que la situation pourra mettre Donald en colère contre lui-même ou en colère contre l'enseignement ou contre les enseignants ou contre l'injustice. Que fera-t-il de cette colère? Agressera-t-il l'enseignant incapable de voir ses efforts? S'agressera-t-il lui-même? Prendra-t-il sur lui en se disant qu'après tout, l'enseignant n'a pas encore pu constater ses efforts, qui sont encore récents? Ira-t-il à l'atelier d'écriture pour mettre en mots toute sa rage contre un monde si difficile? La prévention par le développement des compétences psychosociales s'inscrit donc dans une approche globale. On ne peut pas travailler sur les compétences cognitives sans travailler sur les compétences sociales et émotionnelles. En 2001, l'OMS
a proposé une nouvelle classification des compétences psychosociales en les regroupant sur 3 pôles: compétences cognitives, sociales et émotionnelles. Cette nouvelle classification reprend les compétences précédemment mentionnées, mais intègre aussi l'impact des réseaux sociaux, en soulignant la nécessité de développer l'esprit critique vis-à-vis des informations qui y circulent, mais aussi les effets d'entre-soi que génèrent les groupes en ligne, même que les groupes de pairs dans la réalité. Concernant les compétences sociales, la nouvelle classification insiste, par-delà les compétences relationnelles précédemment mentionnées, la nécessité de développer des compétences coopératives, de résolution des problèmes collectifs par la négociation et la persuasion. Concernant les compétences émotionnelles, par-delà la question de la gestion du stress et des émotions qui étaient déjà mentionnées, elle insiste sur la question de la capacité à faire face à l'abus. L'enjeu est d'expliciter précocement aux jeunes les mécanismes d'emprise, de manipulation et de les armer pour qu'ils demandent de l'aide quand ils sont victimes de violences. Que dire en guise de conclusion? La prévention par le développement des compétences psychosociales est une boussole qui peut nous aider à mieux accompagner les jeunes. Nous avons tendance, face à un problème donné, à tracer un cap en ligne droite. Donald a un problème scolaire, alors faisons du soutien scolaire. Mais la ligne droite conduit parfois sur des récifs. La prévention par le développement des compétences psychosociales permet de garder le cap, mais en empruntant des chemins plus sûrs, par lesquels les jeunes peuvent plus aisément s'impliquer et expérimenter sur des voies plus adaptées à leurs ressources et à leurs besoins.